De nouvelles découvertes. D'abord, je me présente, Réal Daigneault, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et coordonnateur du Consorem. Une session cet après-midi qui va porter donc sur l'innovation en exploration minière avec toutes sortes de notions de géochimie, géophysique, d'imagerie. Et pour commencer, pour ouvrir cette session, je vais inviter le professeur émérite, ou plutôt notre conférencier émérite, mais professeur émérite également, M. Michel Gébrac, professeur au département des sciences de la Terre de l'UQAM. Michel Gébrac est détenteur de doctorat à l'Université d'Orléans, professeur au département des sciences de la Terre depuis 1987. Il a également été vice-recteur à la recherche et à la création, occupé divers postes de recherche de direction au sein de compagnies d'exploration minière, œuvrant en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, participe également au fonds d'investissement minier SIDEX et au Conseil canadien de l'innovation minière. Il est co-titulaire depuis 2011 de la chaire en entrepreneuriat minier UQAM-UQAT. Aujourd'hui, il nous présente sa conférence « Il faut plus d'innovation en exploration minérale ». Michel. Merci Réal. Est-ce que ça démarre tout seul? Bien, bienvenue à tous. C'est le moment de la digestion, donc j'espère que je ne vous dérangerai pas trop. Et donc, on va faire un survol des innovations dans le domaine de l'exploration minérale en insistant sur quelques besoins. Notre défi, il est là. Notre défi, il est là. C'est un défi d'une planète gourmande de ressources minérales, une planète en pleine augmentation. Et non seulement le nombre augmente, mais les besoins par individu augmentent de manière absolument considérable. Quand on regarde la situation de la planète, on a connu depuis une cinquantaine d'années, en fait, une progression dont peu de gens se rendent compte à quel point c'est majeur pour l'humanité. On a quasiment, dans l'espace d'une vie, doublé le nombre d'habitants et nos besoins à nous-mêmes se sont multipliés de manière considérable. Donc on a une soif de ressources minérales absolument essentielle. Et quand on regarde un peu les effets que ça a sur la consommation, il faut se rendre compte que pour la plupart des métaux, que ce soit le fer, le cuivre, le zinc, le monde va consommer dans les 20 prochaines années davantage de cuivre, d'aluminium, d'acier et de charbon qu'il n'a consommé jusqu'ici dans toute l'histoire de l'humanité. C'est absolument considérable. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve aujourd'hui plus que tout ce qu'on a consommé jusqu'à présent. Donc vous vous rendez bien compte que ça, c'est des défis absolument considérables. Et notre responsabilité collective, depuis l'exploration jusqu'à la mine, c'est de découvrir et de produire en fait ces métaux pour répondre à ce besoin. Alors on peut entendre des tas d'éléments environnementaux, écologiques, subtils ou pas. La réalité, c'est que les besoins sont là et qu'il faudra répondre aux gens. Alors comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Il y a plusieurs diagrammes qui ont été publiés au cours de ces dernières années. Celui-là a été publié par Kinross en 2008, qui montrent que d'une manière générale, l'efficacité de l'exploration minière n'est pas vraiment en augmentation. Les grands gisements semblent avoir été découverts il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, voire avant, et il y a peu de très grands gisements qui sont découverts ces dernières années. Et donc c'est évidemment un peu inquiétant parce que face à des besoins aussi gigantesques, il n'y a que des grands gisements qui peuvent répondre, ou alors des milliers de petits gisements, mais ça manque un peu d'efficacité. Donc, évidemment, la seule solution, ça va être l'innovation. Ça va être l'innovation qui va nous permettre de répondre à ces besoins-là. Et donc, quand on regarde les problèmes des innovations en géologie de l'exploration, eh bien, en fait, on peut diviser les choses en trois volets. Le premier volet, c'est la cible. Le deuxième volet, c'est les méthodes de l'exploration. Et le troisième volet, c'est l'organisation. Donc, on a trois volets et on va regarder assez rapidement ces trois volets. On insistera plus sur les cibles et sur l'organisation. Les méthodes, vous aurez l'occasion cet après-midi d'avoir plusieurs démonstrations d'innovation dans le domaine des méthodes. Donc, commençons par la cible. Quand on regarde l'histoire du développement minier depuis le début du XXe siècle, on se rend compte qu'il y a eu tout au cours de ce XXe siècle une série de découvertes de types de gisements. Très tôt, d'ailleurs, on a trouvé des gisements qui sont encore minés. On a trouvé très très tôt les latérites de Nouvelle-Calédonie, par exemple, et les gisements de nickel-cuivre de Sudbury. Et puis ensuite, on a développé une série de découvertes, parfois par hasard. On sait très bien que les types comatites, par exemple, ont été découverts par Western Mining en cherchant des amas sulfurés classiques. On a retrouvé ensuite différents éléments dans du cuivre dans les anorthosites ou du nickel dans les anorthosites. On a parlé de Voisins Bay hier. Et donc, on a été capable de varier un peu les types de gisements, de trouver de nouveaux environnements qui permettaient de nouveaux gisements de nickel, essentiellement. Si je regarde pour le cuivre aussi, c'est un peu la même chose. Fondamentalement, les grands gisements qui servent encore de ressources majeures en cuivre aujourd'hui
ont été découverts au début du XXe siècle. Ce sont les porphyry copper qui ont été mis en évidence d'abord parce qu'on avait mis au point des méthodes d'exploration qui permettaient de s'intéresser à des produits assez gros. On avait mis au point des méthodes d'exploitation, en particulier des grandes pelles avec des machines à vapeur dans les minerais de fer, d'ailleurs au démarrage, et qui ont été transférées ensuite au cuivre. Et on avait également découvert la flottation. Donc ce sont ces méthodes-là qui ont permis de découvrir Bingham, Chuquicamata, très tôt dans le système. Et c'est quand même assez frappant de voir que les grands gisements de cuivre d'aujourd'hui, comme les grands gisements de nickel d'aujourd'hui, fondamentalement, ce sont des types de gisements qui ont été découverts il y a plus d'un siècle. On a découvert d'autres types de gisements, évidemment, on parle des OGC, on parle des VMS développés il y a une cinquantaine d'années, mais fondamentalement, on repose encore sur ces très gros gisements avec essentiellement des minéralisations disséminées, à teneur haute dans la surface, à cause des phénomènes superficiels, et plus basse en profondeur. Et donc, du côté des types de gisements, eh bien, on ne peut pas dire qu'on fait énormément de grands progrès dans le domaine, malgré des recherches extrêmement intenses. Alors, les explorateurs vous diront que pour trouver des nouveaux gisements, il y a fondamentalement deux approches distinctes et parfois complémentaires. Il y a les nouvelles idées dans les vieux terrains, et puis il y a les vieilles idées dans les nouveaux terrains. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez avoir des vieilles idées dans les vieux terrains, mais je vous souhaite bonne chance. Quant aux nouvelles idées dans le nouveau terrain, c'est franchement risqué. Donc on est toujours dans cette dualité-là. Alors quand on regarde les nouvelles cibles d'abord dans les vieux terrains, fondamentalement on va donc chercher des nouveaux gisements, des gisements non conventionnels, soit de nouvelles substances, soit de nouveaux minerais, soit de nouveaux environnements. Et on peut dire, là on va faire un petit peu de promotion, vous allez voir que le Québec n'est pas mauvais dans le domaine. Je vais prendre surtout mes exemples dans le domaine de l'or, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît bien ici. Alors, si on prend quelques exemples donc, dans le domaine de l'or, quand on pense aux gisements conventionnels, moi je regarde toujours du côté des pétroliers. Vous savez, les pétroliers, ils sont très différents de nous et en fait ils sont extrêmement proches. Ils ont fondamentalement des approches qui se rapprochent beaucoup de celles des géologues miniers. Et qu'est-ce qu'ils font les pétroliers actuellement, après avoir parlé d'un peak oil qui nous amènerait directement dans le retour au Moyen-Âge? Eh bien, en fait, ils ont découvert qu'il n'y avait pas seulement les gisements classiques, mais qu'il y avait également des gisements non conventionnels. Et quand vous regardez le potentiel des gisements non conventionnels dans le domaine du pétrole par rapport aux gisements conventionnels, vous avez ici les millions de barils, et puis vous voyez que c'est des milliers de milliards de barils, pardon. Puis vous avez ici les coûts de production. Bah, écoutez, on a effectivement consommé le petit carré noir jusqu'à présent. Il reste probablement tout ce qui est en vert ici, là. Puis après, on a les réservoirs qui sont stimulés. On a les sables bitumineux. On a des minéraux synthétiques. Et puis après, les oil shale. Autrement dit, si on sort des gisements conventionnels, les réserves de pétrole sont absolument considérables et on n'est pas prêt d'avoir un peak oil. Dans le domaine des substances, voici un diagramme qui a été publié par Chaudeuil l'année dernière, qui montre à quoi s'est intéressée l'exploration au cours de ces dernières années. À quoi elle s'est intéressée ces dernières années? Eh bien, on voit très bien qu'après le grand boom des années 70 au niveau des métaux de base, puis de l'uranium, on voit très bien le pic d'après-guerre et le pic de la peur énergétique des années 70. Après, bien, c'est essentiellement un pourcentage de l'or qui a suivi. Et puis, vous voyez que les autres métaux, actuellement, sont en train de développer un certain intérêt de plus en plus. Donc, autrement dit, on change actuellement en termes de substances. L'exploration minière s'oriente vers des nouveaux intérêts. Et ça va évidemment nous permettre d'avoir des nouveaux contextes géologiques pour des gisements. Nouveaux minerais de minerais classiques, de minéraux classiques. On pense évidemment au zinc et tous les minerais dans le contexte oxydé. On pense au cuivre. Et là, ce n'est pas tellement les gisements qui changent. C'est nos modes de séparation. C'est les méthodes SX, les méthodes de lixiviation en cuivre qui ont permis, par exemple, aux gisements américains de survivre au cours des années 80. Sinon, elles auraient fermé. C'est dans le domaine du nickel et du cobalt, les nouvelles méthodes d'exploitation des gisements latéritiques qui permettent de rouvrir de nouveaux gisements. Autrement dit, les gisements non conventionnels, ils vont arriver parce que nos amis métallurgistes vont être capables de mettre au point des méthodes. Et donc, je vous conseille fortement d'être à l'affût de ce qui se passe, en particulier en hydrométallurgie. On voit très bien qu'arrive à maturité actuellement un certain nombre de concepts qui ont été développés il y a déjà 20 ou 30 ans dans le domaine de l'hydrométallurgie et qui vont, avec des coûts énergétiques plus faibles, augmenter les capacités de récupération. Donc, on va changer de mode de traitement et donc on va être capable d'accéder à des gisements différents. Ça va avoir un lien direct avec l'exploration minière. Alors, d'autres substances, les substances également nouvelles qui apparaissent, on va en citer deux comme exemple.
Vous avez ici le gisement de Merlin, un gisement de rhénium, le plus gros gisement de rhénium du monde, découvert par Ivanhoe. Et je ne résiste pas au plaisir de vous raconter la découverte de gisement, parce que le géologue est absolument génial. C'est un géologue d'exploration qui n'a pas de modèle, mais qui a une méthode. Il analyse tout, et en multi-éléments, donc systématiquement. Okay, et donc, il est sur un district à IOCG, dans le district de Cloncurie. Il fait de la très bonne exploration. Il trouve d'ailleurs des gisements. Et à un moment, pour sa foreuse, il a besoin d'eau. Et donc, il va faire un forage pour eau. Et vu que c'est un maniaque de l'analyse, il analyse le forage pour eau. Il a trouvé le plus grand gisement de rhénium du monde. Okay, donc il faut analyser multi-élémentaire. Sinon, on ne s'en sort pas. Okay, le lithium, c'est peut-être un peu plus évident à découvrir quand on voit la taille des pegmatites qu'on a dans le nord du Québec. Mais là aussi, il y a évidemment un très fort potentiel pour de nouvelles substances dans le domaine. Nouveaux environnements. Vous avez ici un diagramme que François Robert reconnaîtra sans aucun doute, puisque c'est le sien. Et on voit là-dedans un descriptif de tous les gisements d'or tels qu'on peut les connaître dans la planète. Il y en a des bien connus depuis très longtemps. On pense en particulier aux gisements épithermaux, que ce soit des low sulfidation ou des high sulfidation. On pense aux gisements orogéniques, évidemment, bien connus au Québec. On a les gisements de type Carline, qui sont évidemment des grands modèles qui produisent énormément d'or. On a mis en développement ces dernières années une série de gisements avec des contextes intrusifs un petit peu plus différents, avec des ors qu'on pourrait appeler réduits. Et puis après, on a des nouvelles choses. On a des nouvelles choses qui commencent à apparaître, et en particulier, on commence à voir des zones qui sont fondamentalement plus profondes. Des secteurs oubliés, des zones migmatitiques, fondues, pas très jolies en fait, mais avec plein d'or quand même. Donc on a un potentiel en fait dans d'autres environnements qui apparaissent ici. Puis là, je n'ai pas marqué, il n'y avait pas beaucoup de sédimentaire sur ce diagramme-là, mais si on mettait du sédimentaire, il y aurait également d'autres environnements. Alors, je vais vous donner, à partir d'une sélection qui a été faite, quelques exemples de découvertes de gisements au cours de ces 5 à 10 dernières années. Des gisements qui sont parfois inattendus, parfois moins inattendus. Gisements d'or dans les sédiments. Là, j'en parlerai de ça jeudi matin. Mais vous avez des découvertes qui, pour un ancien du BRGM comme moi, sont assez stupéfiantes. Vous avez Randgold qui, ici, en 2009, a découvert dans l'extension du gisement de Loulo, alors on est au Mali, on est dans la boutonnière de Kéniéba, c'est une zone qui se trouve à la frontière entre, ici, le Sénégal et là, le Mali. Ici, des environnements qui sont des environnements plutôt de type volcano-sédimentaire, avec des tonalites, si vous voulez, des ceintures de roches vertes bérimiennes. De l'autre côté, des environnements métasédimentaires, essentiellement des grès, parfois quelques tufs felsiques. Et cet ensemble-là, en fait, contient un ensemble de gisements absolument considérable. Le BRGM avait trouvé dans les années 70 des curiosités minéralogiques. Il y avait des grès à tourmaline avec un petit peu d'or dedans. Alors on faisait les analyses en comptant les grains d'or dans les bâtés. C'était pas facile pour faire des analyses. Mais effectivement, on avait constaté qu'il y avait de l'or. Et on s'était dit, tiens, c'est bizarre, ça ne ressemble pas à un gisement classique. Mais bon, voilà. Le gisement a été délaissé. Randgold s'en est emparé. Loulo est devenu le plus gros gisement du Mali, devant Sadiola. Okay, et ils viennent maintenant de découvrir, simplement par une géophysique aéroportée, une prolongation des structures, un gisement de 5,5 millions d'onces, immédiatement dans le sud. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres derrière. Autrement dit, là, on a... Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ces gisements-là sont liés à la fois à des encaissants perméables, qui permettent de disséminer, et également à des zones de schiste, qui servent évidemment de drains fondamentaux. Donc on a vraiment des gisements tout à fait considérables dans des environnements sédimentaires. Et ça pose d'ailleurs une question générale. Au sud de ce secteur-là, vous avez le bassin de Siguiri, en Guinée. Il y a de l'or absolument partout dans les environnements sédimentaires. C'est exprimé par des vecteurs différents, des vecteurs comme des shear zones, comme des intrusifs, des systèmes épithermaux, voire des conglomérats. Mais il y a fondamentalement un fond d'or dans un certain nombre de bassins sédimentaires qui est absolument exceptionnel. Et ça ne concerne pas seulement l'Afrique de l'Ouest, il y en a d'autres, et relativement près de Québec. Un autre exemple de gisement découvert au cours de ces dernières années, une découverte par Géochimie Sol, dans un environnement non prévu. On est en Western Australia, on est dans un environnement dans lequel on a un chevauchement d'une zone sur des ceintures de roches vertes. Et en fait, il y a toute une série de minéralisations dans un front qui a quand même quelques affinités avec le front de Greenville, et dans lequel on voit un certain nombre de minéralisations qui sont en fait dans le compartiment supérieur, dans la zone chevauchante, sur les séries de roches vertes. 5,5 millions d'onces découverts et qui est maintenant repris par AngloGold.
un peu plus ancien, mais toujours intéressant, parce que pas beaucoup trouvé à l'extérieur de la zone. Le gisement de Challenger en South Australia, on est dans le Gawler Range de la zone. Le gisement de Challenger en South Australia, on est dans le Gawler Range, un domaine bien connu pour des gisements de type Olympique Dam, mais dans les gneiss qui sont en dessous, une géochimie, c'est une géochimie calcrète. Alors pour les amateurs de l'Afrique, les calcrètes, c'est considéré généralement comme une couverture pénible, qu'on a juste envie de faire dissoudre avec de l'acide sulfurique. C'est une cochonnerie qui couvre absolument tout. Généralement, on ne fait rien. C'est de la géochimie calcrète. Okay, donc une géochimie un peu sophistiquée qui a permis, à 180 ppb, ce qui est quand même pas beaucoup, qui a permis de découvrir ce gisement. Et le gisement, en fait, fondamentalement, ce sont des leucosomes magnétiques dans lesquels l'or se concentre. C'est un modèle de gisement qu'on a au Québec avec de l'uranium, par exemple. Azimut a des propriétés de ce type-là pour l'uranium. Ben, l'or a également des caractéristiques du même genre pour ce genre de concentration. À découvrir dans toutes les zones hautement métamorphiques. Alors d'autres approches sur des gisements qui sont, eux, un peu plus classiques. Detour Lake est un très bel exemple juste de l'autre côté de la frontière, dans lequel, au lieu d'aller s'intéresser à des petits corps minéralisés, on va prendre tout à fait l'ensemble pour faire des 15 millions d'onces. Et puis je vais te rendre quelques exemples québécois, parce qu'effectivement, on a découvert, et ça, on peut dire que le mérite en revient vraiment aux compagnies qui ont suivi ces projets-là, aussi bien Eleonore avec Goldcorp, un nouvel environnement géologique, quelque chose qui n'était absolument pas connu, ou Malartic, où Bob Wears et son équipe ont réinventé en fait un type de gisement. On voit très bien qu'au Québec, on a renouvelé nos modèles d'exploration. On a été capable de repenser des modèles d'exploration, et ce qui prouve bien que la maturité d'un camp, on pensait que ces camps-là étaient matures, finis, okay, qu'il fallait mieux aller travailler ailleurs, eh bien, c'est évidemment une vision d'un état de connaissance. Avec un état de connaissance donné, un camp est mature. Mais si j'arrive avec de l'innovation gitologique, si j'arrive avec un autre concept minier, eh bien là, le camp n'est plus mature du tout, il est vierge. Objectivement, pour les gisements de type malartique, la ceinture de roche verte de la BTB, c'est une roche COD, un nouveau domaine complet. Donc il faut repenser un peu la manière de faire. Alors les cibles traditionnelles dans les nouveaux terrains, vous avez ici les hotspots, je dirais, de l'or en termes d'exploration. On retrouve les différents endroits en Alaska, dans le nord du Canada, en Colombie, en West Africa, en Centrafrica, Tanzanie, la Chine, on pourrait probablement également mettre la Western Australia. Là, on va retrouver des cibles qu'on connaît déjà, mais dans d'autres environnements, des environnements qui ressemblent un petit peu aux nôtres. Et probablement, dans ce qui a été découvert de plus évident au cours de ces dernières années, ce sont les gisements associés aux formations de fer, où il y a eu énormément de découvertes dans des ceintures de roche verte. C'est évident, ces bifs contiennent de l'or. Elles contiennent de l'or souvent des teneurs relativement basses, qui n'étaient pas économiques avant, mais qui deviennent économiques aujourd'hui. Alors, quelques exemples. La mine du Tasiast. J'ai eu l'occasion de travailler sur cette mine-là à l'époque où l'or était à $300 l'once. Évidemment, on cherchait des concentrations extrêmement élevées, et donc on trouvait des corps tout petits, très difficiles à miner. À partir du moment où le prix de l'or s'est baissé et qu'on a commencé à faire de l'exploration, on a des ressources tout à fait considérables, c'est 13 millions d'onces, et à part la zone du Tasiast, vous en avez dans cette ceinture archéenne, une en face, une sur le côté, enfin il y en a effectivement pas mal d'autres. On est en Mauritanie, peut-être un peu moins évident à travailler qu'au Québec, mais c'est au moins aussi plat. Un autre exemple dans un gisement, ça c'est assez exceptionnel, c'est un gisement qui a été exploité, Sunrise Dam. On a un gisement qui a été découvert par Blake, donc une méthode de géochimie à large maille il y a déjà comme une vingtaine d'années. Et ce qui a été extraordinaire, c'est l'évolution qu'a eu ce gisement en s'approfondissant. Il y avait un open pit, puis vous voyez que quand on regarde l'or produit par 100 mètres, eh bien ce qu'on voit déjà dans l'open pit, c'est que ça va en augmentant. Donc plus vous descendez, plus les teneurs en or augmentent. Et AngloGold a fait un forage, et un des forages donne 229 mètres à 5 grammes-tonnes. Je vous le souhaite à tous. Okay, on est effectivement dans un forage qui a été fait dans la zone qui se trouve donc ici, là, de Vaux and Dig Extension. Et donc on a effectivement augmenté de manière absolument considérable les ressources de ce gisement-là. Des gisements moins connus, moins documentés, sur lesquels il y aurait beaucoup de travail à faire, c'est des chères zones en Chine, dans le district de Shandong, on est dans le nord-est de la Chine, donc on a là tout un ensemble de districts dans lesquels les millions d'onces sont en train de s'accumuler au cours de ces dernières années. On ne le sait peut-être pas assez, mais la Chine est le premier, ou l'un des tout premiers producteurs d'or dans le monde, et ce n'est pas seulement des petites exploitations artisanales, ce sont des vraies mines. Celle-là fait 3 millions d'onces, et dans lequel on retrouve en fait
beaucoup de caractères des shear zones qu'on connaît bien, mais avec, je dirais, des variations sur le thème, et en particulier un plutonisme crétacé qui est un petit peu différent. Alors, donc, quand on regarde également, et puis dernier élément, dans les gisements qu'on connaît bien, diagramme de Silito, sur les gisements liés au plutonovolcanique, il y a quelques beaux exemples. Il y a des gisements comme les gisements du Carlin Trend, dans lequel le Carlin Trend continue de fournir des gisements absolument majeurs, mais ils ne sont pas forcément affleurants. Ils sont, par exemple, comme celui-là, ils sont tout à fait cachés. Et ça prend évidemment des techniques un petit peu plus subtiles pour les retrouver. Ça prend surtout de la bonne géologie et quelques méthodes en particulier plus innovantes. On voit en particulier arriver avec beaucoup de gens qui font de la géochimie mercure, une technologie qui avait beaucoup été utilisée par les Chinois pour chercher les Mississippi Valley il y a quelques années. Il y a toujours un peu de mercure dans tous les gisements d'or qu'on trouve. Okay, et le mercure est l'élément le plus mobile. Donc il y a probablement affaire à réutiliser ces méthodes-là. Le gisement donc, de Wafigolpu, ça c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça, c'est absolument colossal. C'est un gisement dans lequel on est en transition épithermale porphyry gold, en fait, et dans une stature bien connue, mais avec également là, des forages qui font envie. 331 mètres à 0,9% cuivre et 0,5% gramme-tonne, mais très profond. Très profond. On est dans des zones très profondes, mais on devrait être capable de miner ça. Autrement dit, dans les gisements qu'on voit, que ce soit des nouveaux types ou des anciens types, on a encore des belles surprises. Alors celui-là, je lis la littérature et parfois j'ai un petit grain de sel. Je ne suis pas tout à fait sûr si c'est vrai, parce que ça paraît trop beau pour être vrai, ce gisement-là. Mais ils annoncent des ressources de 55 millions d'onces. Il y a de l'or partout. On est dans un district, le district de Sulphurette, en British Columbia, qui est un district épithermal, dans lequel là, il y a l'air d'avoir des potentiels énormes. Je demande à voir encore, mais en tout cas, ça annonce un beau potentiel. Conclusion, ce n'est pas les cibles qui manquent, ce n'est pas les cibles classiques qui manquent dans les anciens terrains, ce n'est pas les nouvelles cibles qui manquent dans les nouveaux terrains. Je pense qu'on a tout un travail à faire et progressivement, ce qu'on voit apparaître, c'est un changement de raisonnement. On suit en fait un changement de raisonnement que les gens de l'uranium ont fait depuis très longtemps. Les gens de l'uranium, ils avaient un modèle de source, transport, dépôt, et donc ils cherchent des barrières. Eh bien, on arrive pour les métaux de base comme pour l'or à une compréhension des mécanismes qui fait que de plus en plus, on va chercher des barrières. On va chercher des endroits où le minerai peut précipiter. Et ça veut dire des capacités de trouver de nouveaux types de cibles. Pas forcément par analogie. L'analogie, c'est le niveau zéro du raisonnement. Okay, on doit pouvoir faire mieux que ça. Méthode, j'ai dit que j'en parlerai relativement rapidement. Fondamentalement, c'est toujours la même chose. On augmente la sensibilité et la vitesse de dissection des gisements, que ce soit avec des méthodes de géophysique aéroportée, par rapport à des minéraux en grains, on va en parler tout à l'heure, par rapport à des mesures sur le terrain. Je suis encore extrêmement surpris de voir que beaucoup de gens n'utilisent pas ces outils-là. C'est vrai que ça coûte 25 000 $, mais c'est vrai aussi que ça fait gagner un temps absolument considérable en termes d'analyse. Et donc, il y a vraiment une urgence à faire ça. Toutes les méthodes également de caractérisation des argiles au niveau des XRF ne sont pas toujours utilisées. Or, ça a fait gagner un temps absolument considérable dans l'exploration des porphyry copper. Ça sert tous les jours dans l'exploration des gisements d'uranium au Saskatchewan pour savoir si le mica blanc qu'on a, c'est le bon mica blanc ou le mauvais mica blanc. Autrement dit, il y a moyen d'optimiser ces méthodes-là pour les explorations au Québec. On a des bons minéraux qui affleurent. On doit pouvoir les utiliser beaucoup mieux que ça. Donc, il y a vraiment un effort à faire sur le domaine d'utilisation. Tout le volet de logging automatique des forages, là aussi, on suit les pétroliers. On suit les pétroliers qui, depuis très longtemps, ont constaté qu'il valait mieux avoir des méthodes géophysiques contrôlées par des géologues que des géologues qui passaient trop vite. Okay, quand on a des programmes de forage de 100, 200, 1000 forages, avec des équipes de 10 géologues ou plus, eh bien, il ne faut pas se surprendre qu'on ait simplement le plus petit dénominateur commun en termes de logs. On finit forcément à avoir des approximations, on finit forcément par avoir des produits finaux qui ne sont pas toujours de grande qualité. Et donc la seule réponse à ça, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, un peu plus homogène, et la géophysique nous apporte cet élément-là. C'est très connu dans les gisements de pétrole. J'allais voir un gisement de charbon il n'y a pas longtemps. Puis vous allez regarder les codes du 4301 pour le charbon. Vous verrez que si on veut faire un 4301 sur le charbon, on vous dit, mettez plutôt la géophysique d'abord et puis la géologie ensuite. Parce que la géophysique, elle ne loupera pas les niveaux de charbon très fins, elle ne loupera pas les niveaux de sénérite. Alors que le géologue, 5 cm, il peut les louper. Donc autrement dit, on voit très bien qu'il y a un progrès considérable à faire dans les loggings à partir de la géophysique. Bon, le progrès des méthodes analytiques, ça c'est une réalité, on le sait bien. L'ICPMS a révolutionné les éléments.
Faire des analyses isotopiques, c'est extrêmement coûteux, ça devient extrêmement bon marché. On peut maintenant dater des gisements grâce au molybdénite avec des coûts extrêmement faibles. Autrement dit, on a des outils de compréhension bien plus rapides. Et puis, évidemment, les multi-éléments va considérablement aider les choses. Mieux positionner les gisements dans leur contexte géologique. Pour faire de la bonne géologie, il faut comprendre ce qu'on fait. Il faut comprendre l'historique des phénomènes. Et là aussi, il y a eu des grands progrès qui sont faits essentiellement par des outils de modélisation 3D, que ce soit GoCAD, Leapfrog ou autres, dans lesquels on a une bien meilleure compréhension des processus, que ce soit des outils géophysiques, dans lesquels on a effectivement une meilleure compréhension de la position du gisement, que ce soit des effets de datation. On a maintenant des capacités de dater 300 zircons par jour. Okay, le coût de datation d'un zircon, qui est une méthode extrêmement complexe, fine, hein, ça demandait des laborantins de compétition capables de manipuler le zircon avec une pincette là, et de ne pas le perdre. Maintenant, on a des outils qui vont doser les zircons directement en uranium-plomb et de faire des datations. On dit, ce n'est pas forcément précis à 100 000 ans près, mais quand vous faites de l'exploration minière, ce n'est pas ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin, est-ce que c'est du protérozoïque, du paléoprotérozoïque? Est-ce que c'est un peu avant le granit ou un peu après le granit? Tout ça, on peut y répondre maintenant très facilement. Ça peut s'optimiser. Et à mon avis, ça va devenir des méthodes commerciales d'ici peu. Je ne vois pas pourquoi des compagnies qui font actuellement de l'analyse géochimique classique ne seraient pas capables, dans les années qui viennent, de faire des propositions commerciales pour ces éléments-là. Je donnais l'exemple de la molybdénite. Les méthodes rhénium-osmium, maintenant, sur molybdénite, sont parfaitement au point et sont parfaitement capables de dater tout gisement qui aurait moins la moitié du quart de mon ongle de molybdénite. Donc, on est capable de faire vraiment des progrès considérables. Et dernier élément, toutes les méthodes d'isotopes plomb. Je reviens du Maroc, dans lequel il y a un ensemble de minéralisations extrêmement variées. On sait qu'il y en a qui sont protérozoïques, il y en a d'autres qui sont d'âge hercynien, des troisièmes qui sont d'âge alpin. On n'est pas capable à l'œil de reconnaître ces minéralisations-là très facilement. On a passé de la géochimie isotopique du plomb, on a eu les groupes immédiatement. On a fait une séparation entre différents types de métallurgie très rapidement, beaucoup mieux qu'on aurait pu le faire au travers de grandes études. On aurait pu mettre 4 doctorats et tout. Là, on a fait ça en une passe. Autrement dit, il y a des méthodes maintenant qui permettent d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension géologique des gisements. Il y a des méthodes également qui permettent d'avoir une meilleure approche en 3D. Hein. Ça, c'est l'exemple des levées magnétotelluriques qui commencent à s'appliquer de plus en plus. Alors, 2 exemples d'avancées, des avancées en géochimie, des avancées en géophysique, les avancées en géochimie. Il est clair que les alloprimaires ont fait des très grands progrès, en particulier tout ce qui est lithogéochimie. Je pense que le consorem a en particulier maximisé l'utilisation de ces méthodes-là. On a beaucoup abaissé les seuils de détection. Quand vous regardez avec quel seuil de détection il faut trouver des gisements, on parle parfois de 10 ppb pour avoir des anomalies significatives. Autrement dit, il faut descendre les seuils pour trouver des gisements. Puis évidemment, tous les éléments traces, on le sait bien, quand on reçoit un tableau analytique et qu'on fait de l'exploration minière, on va regarder 4 colonnes, avec parfois un peu de chance 5 ou 6 colonnes, puis on va laisser les 20 autres, là, des machins bizarres, genre scandium et autres trucs comme ça, ou gallium, en se demandant à quoi ça sert, pourquoi ils nous ont donc donné ça gratuitement. En fait, on peut en faire beaucoup. On peut en faire beaucoup parce que quand on comprend le fonctionnement des éléments, évidemment, il y a des grands outils là-dedans. Les halos secondaires, je pense que la nouveauté, c'est que les progrès de la géomorphologie, des transports, que ce soit en milieu glaciaire ou en milieu latéritique, permettent maintenant d'avoir une meilleure compréhension de la mobilité des couvertures. Autrement dit, même si vous avez des couvertures déplacées, on commence à faire des choses, on commence à avoir des éléments qui passent au travers des couvertures. Ça ne marche pas toujours, il y a beaucoup d'erreurs, on risque de se tromper encore pendant des années, mais on sent un peu de mouvement là-dedans, des choses qu'on n'aurait pas du tout pu faire il y a 20 ans. Je finirai par le volet organisation. Le volet organisation de l'exploration minière, c'est un volet en fait extrêmement important, mais qui est souvent négligé. Ça, c'est un diagramme que j'ai déjà montré. C'est un diagramme qui montre comment on va de l'idée à la mine. On va de l'idée à la mine à travers un certain nombre de structures, des structures publiques et des structures privées. Pendant longtemps, je dirais que les structures étaient essentiellement privées. Vous êtes au 19e siècle, l'État ne se pèle pas de mine, hein, généralement. Donc on passe des prospecteurs aux compagnies, et voilà tout. À partir du moment où on commence à découvrir que la science, vers 1880, la science géologique, commence à servir à quelque chose, hein, c'est l'essor de la géologie économique, hein, au sens américain du terme, ou de la métallogénie au sens français du terme, eh bien, vous avez à voir donc un volet recherche, et le gouvernement va s'intercaler là-dedans
par le biais donc, de chercheurs dans les universités, chercheurs qui font d'ailleurs très souvent la navette entre l'université et l'industrie privée, ou des gouvernements. Donc c'est pareil aussi pour les chercheurs du gouvernement, ils font la navette, hein, ou des gouvernements. Donc c'est pareil aussi pour les chercheurs du gouvernement, ils font la navette. Hein. On se rappellera que Lindgren, par exemple, qui était un chercheur du gouvernement, il passait l'été pour des compagnies privées. C'est une habitude, c'est tout à fait normal. Parce qu'évidemment, ça serait comme demander à un chirurgien d'enseigner la chirurgie sans pratiquer. Donc il faut pratiquer. Alors on voit l'État qui commence à s'impliquer, il s'implique de plus en plus. Et il va s'impliquer évidemment beaucoup, avec un maximum dans les années 45 à 60, parce qu'évidemment c'est là où on a le sommet d'une économie contrôlée par l'État, et pas seulement dans les pays communistes d'ailleurs, mais dans tous les pays. Je vais trop vite pour les traducteurs, non? Et donc on va passer par un maximum, je dirais, de domaines publics, je dirais, au niveau des années 70. Dans une deuxième étape, on va voir que cet effet de l'État dans les années 70 va régresser progressivement, et on va voir, parce que l'État a tout simplement plus d'argent, on va le voir en fait diminuer son poids et progressivement rétrécir. C'est en particulier tout le mécanisme des juniors sur lequel on vit aujourd'hui, c'est un mécanisme fiscal dans lequel, d'une certaine manière, l'exploration grassroots allait en partie payée par le privé. Et on voit donc progressivement le secteur donc, privé reprendre place sur le secteur public et arriver à une situation où les services géologiques, après avoir dégraissé à plusieurs reprises, se retrouvent extrêmement légers, voire insuffisants d'ailleurs, dans certains pays du monde. Pire que ça, ou mieux que ça, comme vous voulez, en tout cas différemment, on voit certains pays développés qui ferment leurs services géologiques. Le Japon a considéré que son service géologique traditionnel, celui qui faisait de la cartographie, il n'était plus pertinent pour le Japon. La priorité du Japon, c'était d'assurer un approvisionnement en ressources minérales, en métaux, de son industrie. Et donc, il a décidé de redéployer complètement son infrastructure, de manière à en faire un outil qui va investir au Québec pour aller chercher des métaux, qui va faire des stocks de métaux stratégiques au Japon, qui va développer les technologies de recyclage et les technologies d'utilisation pour un certain nombre de métaux critiques. C'est probablement une tendance lourde, parce qu'elle est logique. Il convient effectivement, au bout d'un certain temps, d'adapter les structures. Et quand vous regardez les dates de création des services géologiques dans le monde, eh bien, vous dites que ces structures-là, qui ont été essentiellement créées à la fin du XIXe siècle pour répondre aux besoins de l'industrie minière, pour répondre aux besoins d'exploration, eh bien, un siècle après, probablement qu'il faut réfléchir à de nouvelles structures. Il faut réfléchir à des structures qui vont répondre aux besoins des gens. Ce n'est pas les mêmes partout. On n'a pas les mêmes besoins si on est en Allemagne et qu'on cherche à produire des BMW ou si on est dans les territoires du Nord-Ouest. Donc, évidemment, ça veut donc dire une différenciation au niveau des rôles de l'État. Et il va donc falloir penser à de nouveaux rôles de l'État. Dans le Code du Québec, moi j'ai été très frappé par le fait qu'on souffre de plus en plus d'une vision cloisonnée des systèmes. On nous parle de plans de toutes sortes, mais quand on voit le développement de filières, eh bien c'est relativement peu développé. Et là, il y a vraiment un travail à faire. Ça date pas de 6 mois les terres rares. Ça fait plusieurs années qu'on sait qu'il y a un risque pour les terres rares. Ça date pas de 6 mois le lithium. Ça fait plusieurs années que le lithium, on sait qu'il y a des besoins pour le lithium. On n'a pas développé de filière. Si on se rappelle les années 70, on avait à l'époque développé une cohérence pour le métal, pour l'acier. On avait fait des mines au Labrador, on avait fait un port à cette île, on avait fait des fonderies à Sorel, et on a envoyé tout ça de General Motors à Detroit. Okay. Il y avait une logique là qui était à la fois une logique minière et industrielle. C'est comme si aujourd'hui, on n'avait pas toujours compris qu'il fallait avoir une logique minière industrielle. Ça devrait être beaucoup mieux intégré. Donc il y a un travail à faire sur l'État. C'est pareil pour l'entreprise. L'entreprise également a changé. Elle a considérablement changé puisqu'on est passé du prospecteur individuel à une organisation fordienne. On a eu ensuite des structures pyramidales. Puis ensuite, on a déconstruit l'entreprise par sous-traitance. Et on a fait des entreprises qui sont de plus en plus ouvertes. Des entreprises dans lesquelles, souvent, il ne reste plus grand-chose à la tête, mais beaucoup de choses qui sont faites en périphérie. On a des entreprises qui, fondamentalement, sont devenues perméables à leur monde. Et donc, il y a un changement de paradigme dans les entreprises qui, avant, étaient simplement en dialogue avec l'État, avec la nation, donc un dialogue direct, et qui est de moins en moins vrai, puisque maintenant, entre les deux, s'intercalent les communautés. Et on en a eu quelques exemples ce matin. Il n'est plus question maintenant de faire des mines simplement en dialoguant d'État à entreprise. Ça passera toujours par les communautés locales.
Donc on est passé d'entreprises qui étaient fondamentalement tournées vers l'intérieur, qui avaient d'abord développé les meilleures pratiques au niveau de la gestion du personnel, à des entreprises dans lesquelles le petit rond bleu, maintenant, il est débordé par l'extérieur. Et c'est les gens de l'extérieur qui viennent jouer un rôle. Et donc je crois que comme les entreprises minières ont été les premières à développer des gestions du personnel intelligentes, parce qu'elles en avaient besoin, on peut souhaiter que les entreprises minières développent les meilleures représentations communautaires, les meilleurs liens communautaires, parce que c'est une exigence absolue. Et donc, on va actuellement vers un changement fondamental de compagnies qui étaient autant centrées vers des compagnies qui sont de plus en plus orientées vers leur communauté. L'exemple est la plupart du temps donné par les grosses compagnies. Ça va ensuite diffuser vers les petites compagnies. Évidemment, la question qui se pose, c'est jusqu'à quelle taille une petite compagnie a les moyens de faire ce genre d'activité. Autrement dit, on se retrouve maintenant dans un trilogue dans lequel les gouvernements, l'entreprise et les communautés doivent travailler ensemble, et pas seulement ensemble, elles ont derrière elles, elles ont des éléments qui les backent. Il y a des associations d'entreprises minières, il y a des accords internationaux, comme des processus de Kimberley, et puis des ONG internationales qui font tout ça. Autrement dit, le dialogue est à la fois local et global, et il va falloir vraiment changer nos manières de faire là-dessus. Et quand je dis changer nos manières de faire, ce n'est pas seulement les entreprises, c'est le gouvernement également. Le gouvernement, actuellement, il n'a pas du tout intérêt à avoir les communautés s'immiscer dans le dialogue. Il est intéressé, évidemment, à avoir les bienfaits de l'entreprise minière. Manque de chance, entre les deux, maintenant, il y a des communautés. Et il va donc falloir avoir une vision tout à fait différente de ce monde-là. Enfin, dernier élément, on a une chaîne d'innovation qui est probablement trop segmentée. On voit très bien qu'il y a des ruptures de charge absolument systématiques entre la partie exploration, la partie développement, la partie remédiation. On voit des éléments qui corrigent ça. Je vais donner un exemple, la géométallurgie, une manière de prendre en compte très très tôt dans le processus d'exploration des éléments qui sont relatifs au traitement, eh bien ça va nouer des liens de plus en plus avec l'aval. Mais ça va être quelque chose à développer. Si nous, on ne le fait pas, je peux vous assurer qu'il y a d'autres qui le feront. Je veux dire, le meilleur exemple qu'on a actuellement, c'est l'association Xstrata-Glencore. L'association Xstrata-Glencore, ce n'est pas seulement une affaire financière, c'est le contrôle d'une chaîne depuis la production jusqu'à la finance. Et ça va permettre à ce groupe-là d'avoir une vision globale, beaucoup plus globale que quiconque sur la planète. Donc on est face à une intégration des chaînes, et je ne crois pas qu'en étant aussi séparés, aussi distincts qu'on peut l'être actuellement, on va réussir à avoir beaucoup de succès. Donc ça, c'était effectivement l'exemple que je voulais citer. En conclusion, 4 éléments qu'on retiendra. Premier élément, la seule réponse à la demande et à la concurrence mondiale et l'innovation, ce n'est pas avec les vieilles recettes dans les vieux terrains qu'on va s'en sortir, il va falloir faire autre chose. Deuxième conclusion, le Québec est un bon laboratoire dans le domaine des types de gisements. Je crois qu'avec les exemples que je vous ai montrés, on a effectivement la capacité au Québec d'être parmi les leaders des nouveaux styles de gisements, et pas seulement au Québec, dans le monde entier. Troisième élément, et on va l'illustrer un peu, le Québec a encore peu développé ses outils technologiques. On a des bonnes compagnies de services. On se rappellera que le Canada est le deuxième pays du monde par ses entreprises de services miniers. Mais on ne peut pas dire qu'on a fait éclore beaucoup de très grosses boîtes de services au Québec. Les grosses boîtes de services sont écloses plutôt dans d'autres juridictions. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Dernier élément, le Québec doit revoir ses organisations, tant au niveau de l'État qu'au niveau des entreprises. Je crois qu'il va être temps bientôt pour changer. Merci de votre attention. Merci, Michel. Nous avons le temps pour une ou deux questions. J'en aurais peut-être une, Michel, simplement. Je vais profiter du sujet qui m'intéresse un petit peu. Si on se compare avec l'Australie, quelle est la différence dans le cheminement ou les décisions qui ont été prises en Australie par rapport au Canada d'une façon générale? Et qu'est-ce que ça change au bout du compte? Il y a plusieurs personnes qui connaissent bien l'Australie dans la salle, là, mais la réponse est simple. L'Ecce Center, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'Australie a décidé de focaliser sa recherche industrielle, gouvernementale, universitaire, autour de quelques pôles. Ça ne veut pas dire qu'elle a fermé tous les centres. Elle a dit Perth, Hobart, Brisbane, ça va être des centres dans lesquels on va développer des choses. Et ça a eu un effet de focalisation absolument extraordinaire. Quand on regarde où sont nées les compagnies de services au cours de ces dernières années, on s'aperçoit qu'elles naissent de ces
zones où on a effectivement fait des petits paradis d'innovation. Et ça, au Québec, le Consorem l'a fait, Divex l'a fait un peu, mais pas assez. Le Canada commence à peine à le faire, okay, avec le Canadian Mining Innovation Council, mais on a 20 ans de retard. Alors il va falloir mettre les bouchées doubles pour arriver à ça. Et on le sait bien, on voit toute la difficulté qu'on a actuellement, parce qu'on est un pays de consensus, on est un pays dans lequel on aime bien respecter la diversité et les petits groupes, par exemple. Et on a un mal fou à avoir à dire le leadership devrait être à tel endroit. Okay. Pourtant, ça fait gagner tout le monde. L'Australie, ça a fait gagner tout le monde d'avoir des centres de recherche d'excellence avec le CSIRO, avec des Case Centers, avec des entreprises minières. Okay. Et donc, je veux dire, il ne s'agit pas de réinventer la roue, c'est connu. C'est très connu. J'ai même cité d'ailleurs quelqu'un qui ne doit pas être beaucoup cité actuellement. L'un des inventeurs de ce concept-là, il s'appelle Gérald Tremblay. Vous avez vu dans les journaux récemment, là? Oui. C'est le même. Hein, mais il y a 30 ans, Gérald Tremblay était un inventeur du concept de pôle de compétences. Il avait publié là-dessus, il avait travaillé là-dessus. C'était une excellente idée à l'époque. Voilà. On est juste à suivre ces éléments-là. Pas tout dans Gérald Tremblay. Merci Michel.